Bienvenue. Alors, je vais commencer par me présenter aussi. Je m'appelle Marie Bonneau. Je suis conseillère formation au CFA BTP de Saintes. Alors, le CFA bâtiment à Saintes, on dépend d'une association régionale où on a 3 CFA sur l'ex-région Poitou-Charentes. Donc, Saintes avec une antenne à Saint-Jean-d'Angély pour le 17, un CFA à Poitiers pour le département de la Vienne et puis un CFA en Charente à Chasseneuil-sur-Bonnieure. Nous, sur Saintes, on forme depuis près de 50 ans, chaque année, quasiment 600 personnes, jeunes et moins jeunes, dans le domaine du bâtiment. Voilà, pour ma présentation. Et bonjour, moi c'est Thierry Archinvaux, je suis conseiller France Rénov à l'agglomération de Saintes. Donc mon métier consiste à recevoir les particuliers qui veulent faire de la rénovation énergétique dans leur logement et de les accompagner dans leurs projets et les aider à monter les dossiers pour qu'ils puissent bénéficier des aides qui existent en ce moment pour la rénovation énergétique. Voilà. Alors on va commencer par un petit jeu, des petites questions. Alors pas de pression, c'est un jeu. Bon, c'est la thématique. À votre avis, le secteur du bâtiment, ça représente environ 15% de la consommation d'énergie en France. Est-ce que pour vous c'est vrai ou c'est faux? Alors, qui dit vrai? Vous levez la main et qui dit vrai? Pour toi, ouais, 15%. Toi, faux? Ouais, dis-moi pourquoi. 15% c'est beaucoup quand même par rapport à 15% c'est beaucoup. Moi aussi je trouve que c'est un peu beaucoup. Après, 15%? pas trop. Non, ouais, mais... Moi aussi je pense pareil. Je pense que 15% c'est beaucoup. Bon, eh bien... Eh bien, c'est faux. C'est bien, c'est faux. Et bien, c'est beaucoup plus en fait, c'est 50%. Hein, on parle toujours, et vous avez, moi, dans la tête, on pense toujours au secteur du transport. Ouais. Transport, premier pollueur, les voitures. Alors, en effet, grande consommation d'énergie, mais le premier secteur qui consomme de l'énergie en France, c'est le secteur du bâtiment. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y a des chantiers de rénovation énergétique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, autre question, à votre avis, en France, combien de logements sont considérés comme des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'il faut les rénover vraiment en priorité. Aujourd'hui, en ce moment, surtout aujourd'hui, on peut parler de bouilloires aussi thermiques, mais voilà, des logements qu'il faut absolument rénover parce qu'ils consomment énormément d'énergie. Vous pensez qu'il y en a 2 millions, 5 millions, 7 millions, 12 millions? Oui, 7 millions. 5 12? 12. C'est la bonne réponse, c'est pour toi. On verra ce qui a gagné après. Donc il y a environ, en effet, 7 millions de logements qui sont alors classés F ou classés G. Là, je vais laisser M. Archinvaux vous expliquer ce que c'est, qui sont à rénover d'ici 2050. Donc ça fait une bonne partie de logements rénovés. Ça a donc de nombreux chantiers et beaucoup de professionnels qualifiés pour faire réaliser ces chantiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de la classe énergétique FG Alors, F ou ou A? En fait, au niveau du classement énergétique, il y a des étiquettes énergétiques qui sont données au logement. Et le classement, il va de A, qui est donc quelque chose de complètement étanche, très peu, qui a besoin de très peu d'énergie pour pouvoir fonctionner, et pour le chauffage, et pour l'eau chaude, et pour les besoins électriques du reste. Et ça s'en va jusqu'à G, qui sont donc ce qu'on appelle des passoires thermiques ou des bouilloires thermiques. Les passoires en général pour l'hiver, les bouilloires pour l'été. En règle générale, c'est les mêmes. C'est des maisons qui sont très peu isolées et qui ont des systèmes constructifs pas très épais, avec des matériaux qui absorbent soit le froid, soit le chaud, et qui le rediffusent très rapidement dans la maison. Un peu comme mon appartement, parce que je suis dans un bâtiment qui a été repris par une agence. Avant c'était la CEMI, c'est l'hiver j'ai hyper froid et l'été c'est une catastrophe, il fait 29 dans mon appartement. Ah oui, Voilà. c'est pas vrai. Donc là on se dirige vers le G. Et donc au niveau des étiquettes énergétiques, par rapport aux passoires thermiques qu'il y a, en fait les aides qu'il y a en ce moment, elles sont faites pour qu'on se débarrasse de ces passoires thermiques assez rapidement. La France, elle a, comme beaucoup de pays dans le monde, signé des accords pour diminuer de façon importante les émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, ça nous fait plus chaud l'été, là on a l'illustration, mais ça peut aussi, par rapport à là où on se trouve sur la planète, nous faire plus froid l'hiver. Et en fonction donc des accords qui ont été signés, la France, elle s'est engagée à diminuer de façon vraiment très importante ses émissions de gaz à effet de serre.
Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il faut donc diminuer les consommations d'énergie, notamment les consommations d'énergie fossile, donc le pétrole, enfin tout ce qui vient du sol en fait, si vous voulez. Le pétrole, le gaz naturel. Le nucléaire, c'est pas une énergie fossile en fait. Bien que l'uranium, on va effectivement le chercher dans le sol, mais le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie fossile. Le nucléaire, quoi qu'on en pense, chacun a son avis là-dessus, est une énergie propre parce qu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre quand elle... non, elle n'émet pas de gaz à effet de serre, elle émet des déchets radioactifs. Ça, c'est autre chose. Mais pour pouvoir fabriquer de l'énergie avec du nucléaire, ça n'émet que de la vapeur d'eau en fait. Quand on regarde au niveau des centrales, il y a toujours des grandes cheminées énormes qui sont là pour refroidir le truc. Donc ça produit de la vapeur d'eau et donc ça ne produit pas de carbone. En fait, ce qu'on cherche à éviter, c'est la production de carbone de façon importante pour permettre à la Terre de pouvoir respirer et éviter qu'on remonte comme ça encore en température. Les aides qui sont données en ce moment, donc elles sont faites pour que la France puisse arriver au, comment dirais-je, je cherche mon mot, pour arriver aux accords qu'elle a signés, sinon elle aura des amendes abyssales à payer, enfin des trucs énormes à payer. Et c'est 2050 l'échéance? C'est 2050, oui. Il y a un premier trait 2030, deuxième trait 2035 et enfin un dernier en 2050. Le Covid-19, dans tous les cas, il y a moins de maisons qui sont créées, donc le marché du bâtiment c'est moins bien qu'avant, donc il y a moins de pollution. Oui, mais l'existant, enfin, oui, je vous laisse... Sur les constructions neuves, de toute façon, aujourd'hui, il y a des minima normatifs au niveau de l'isolation, au niveau des vitrages, au niveau du chauffage. Sur une construction neuve de maison aujourd'hui ou d'appartement, il y a vraiment des normes qui sont très serrées pour qu'on construise dès maintenant, en fait, des bâtiments de très basse consommation. Dans la rénovation énergétique, en fait, ça concerne, par rapport aux aides qui sont données par l'État, c'est ciblé sur des maisons qui ont au moins 15 ans. Et celles qui ont été construites il y a moins de 15 ans, elles n'ont pas besoin de rénovation parce que les matériels et les matériaux utilisés étaient déjà performants. Par contre, celles qui datent d'avant 15 ans, on avait des isolants différents, on avait des épaisseurs d'isolants différents, etc. Et donc, ce qui est mis en avant aujourd'hui et là où les gens peuvent obtenir le plus d'aide pour pouvoir rénover leur maison, c'est les maisons qui ont une étiquette énergétique qui est classée entre E et G, c'est-à-dire les trois lettres qui suivent, E, F et G. Ça, c'est des passoires ou des bouilloires thermiques et c'est elles qui bénéficient aujourd'hui le plus d'aide pour pouvoir faire des rénovations d'ampleur de la maison. Oui. Moi, quand je disais que dans mon appartement il faisait chaud et froid, j'ai des gens qui sont venus avec un appareil, je sais pas comment ça s'appelle, pour au niveau, parce que je pense qu'il y en a, je pense qui se sont plaints au niveau de l'agence en disant que c'était pas trop isolé, je sais pas trop comment on appelle ces gens-là, ils sont venus mesurer. Faire un audit énergétique, certainement. Ça veut dire quoi du coup? Eh bien, ils sont venus voir comment ton logement était isolé, comment... Le bâtiment, en fait. Oui, voilà, et comment... Et c'est certainement de chercher des solutions pour mieux l'isoler, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Alors les gens, quand ils viennent en règle générale comme ça, c'est soit pour faire un audit énergétique, soit pour faire un diagnostic de performance énergétique. Je pense, je sais pas trop. Un diagnostic de performance énergétique ou un audit, en fait, on vient dans une maison ou dans un appartement et on dissèque tout. Ça veut dire qu'on va prendre tous les murs qui donnent sur l'extérieur, les 4 murs qui donnent sur l'extérieur, ou les 2, si c'est mitoyen de chaque côté. Et on va regarder en quel matériau est construit ce mur, quelle épaisseur il a, si derrière il y a une isolation, quelle isolation, quelle épaisseur. Si au niveau du vitrage, c'est du simple vitrage ou du double vitrage, s'il y a une ventilation, ce qu'il y a comme type de chauffage, ce qu'il y a si on est dans une maison comme isolation au niveau des combles, si on est sur une maison avec un sous-sol, savoir si le plafond du sous-sol est isolé ou pas. Et c'est ce qui permet en fait de donner l'étiquette énergétique logement par logement quand on est sur un bâtiment collectif ou maison par maison. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, donc on a tout épluché, on regarde tout ça, on regarde aussi le nombre de personnes qui habitent dedans et les appareils électriques qu'il y a. On rajoute tout ça dans un logiciel et ça nous sort après en fait une étiquette globale de diagnostic de performance énergétique qui comprend ce que consomme le logement pour pouvoir fonctionner et en été et en hiver entre
ce que ça consomme pour le chauffage, ce que ça consomme pour faire de l'eau chaude, ce que ça consomme s'il y a une climatisation, ce que ça consomme pour le frigo, pour la télé, s'il y en a 4 télés ou s'il y en a qu'une, etc., etc. Et donc on va avoir en fait la quantité d'énergie qui est consommée par ce logement sur un an. En fonction de la quantité d'énergie qui est consommée et d'où elle vient, est-ce que c'est de l'énergie fossile, est-ce que c'est de l'énergie nucléaire, etc., on va avoir en fait une étiquette où on va avoir d'un côté la consommation énergétique et de l'autre côté les émissions de gaz à effet de serre, donc les émissions de carbone que produisent la consommation d'énergie de cette maison. Et en croisant les deux, là on arrive à avoir une étiquette énergétique qui est soit A, B, C, D, E, F ou G. Excusez-moi, ma question va peut-être être bête, mais comment ils peuvent savoir, ces gens-là qui viennent faire des diagnostics, ce qu'il y a derrière le mur, c'est une isolation, comment ils peuvent savoir en fait? Comment ils peuvent savoir? En fait, c'est très simple, si vous voulez, quand vous arrivez dans un bâtiment, s'il y a une isolation, vous avez votre mur qui est à peu près épais comme ça, et puis vous avez une épaisseur d'isolation qui est ici. Pour savoir l'épaisseur d'isolation et savoir s'il y en a, vous démontez simplement une prise. Ouais, d'accord. Et là, vous avez accès derrière cette partie-là. J'ai pas envie de démonter une Non, mais Non, mais c'est les professionnels qui font voilà ça. comment ils font. Ils T'inquiète démontent la prise et puis après, ils regardent et ils voient le type d'isolant, si c'est de la laine. Oui, aussi, oui. Alors, frapper au niveau du mur, déjà, on entend savoir effectivement si ça sonne creux ou pas. Après, un auditeur énergétique par rapport à un diagnostiqueur énergétique, on n'aura pas du tout le même résultat. Un diagnostic énergétique, le diagnostiqueur, il n'est pas obligé de vérifier visuellement tout ce qu'il va mettre dans son rapport. Alors qu'un auditeur énergétique, il doit lui prouver tout ce qu'il note dans son rapport. Donc un auditeur énergétique, quand il va venir éplucher, entre guillemets, votre logement, lui, il va démonter les prises. Il va démonter des prises, au moins une par mur, pour aller vérifier avec un mètre quelle épaisseur il y a entre là et là, et vérifier ensuite, savoir ce que c'est comme type d'isolant. Et ensuite, il doit, lui, quand il est là, il doit prouver, donc chaque fois qu'il va faire une mesure, chaque fois, il va prendre une photo. Un auditeur énergétique, par exemple, quand il arrive, il va regarder au niveau des murs, mais il va regarder aussi au niveau des fenêtres, et il va même aller jusqu'à mesurer l'épaisseur de chacune des vitres, quand on est en double vitrage, et l'épaisseur du vide qu'il y a entre les deux. Et en fonction de l'année à laquelle aura été posée cette fenêtre, il va savoir si c'est un double vitrage avec un gaz inerte à l'intérieur qui est de l'argon, qui est plus performant que les doubles vitrages qu'on faisait il y a 20 ans, ou pas. Et en fonction de ça, il va rentrer tout ça dans son logiciel et après, ça va lui ressortir une étiquette énergétique réelle et confirmée, alors que l'étiquette énergétique qui est donnée par un diagnostic de performance énergétique, elle n'est pas aussi fiable que celle d'un audit énergétique. Il y a des subtilités. Voilà. Et du coup, ce qui pollue en ce moment, c'est pas la construction des maisons, mais c'est la rénovation des anciennes maisons qui n'est pas trop aux normes, ça, par rapport, Non, parce qu'en fait, alors, il faut regarder, au niveau des travaux et au niveau du reste, tout le monde, on émet tous de la pollution. Quand on va charger nos téléphones ou quand on joue, on pollue, on consomme de l'énergie. À partir du moment où on consomme de l'énergie, on émet du carbone d'un côté et on a une action, quoi qu'il arrive, sur la pollution. Quoi qu'on fasse, on se lève le matin, on bouge le petit doigt, on y est tous là-dedans. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est un petit peu comme en médecine, si tu veux, quand on fait une opération. C'est est-ce qu'on fait l'opération, quel bénéfice on va en tirer, mais quel risque on a en face. Si on laisse aujourd'hui des maisons, des vieilles maisons en passoire thermique et qu'on ne s'en occupe pas, on va continuer à alimenter, par des surconsommations énergétiques, on va continuer à alimenter les quantités de carbone émises. Notre empreinte carbone, et puis financièrement aussi, au niveau des dépenses pour les familles. Hein, ouais. Donc il vaut mieux en fait des fois mettre un coût important pour de la rénovation. Et oui, on va émettre là des gaz à effet de serre quand on va aller travailler, ça c'est sûr. Mais par contre, on va arrêter le reste et au fur et à mesure, en fait, on va les faire diminuer. Okay. Moi, je suis à l'entreprise, je suis à la Franck, oui. Et ils font beaucoup de rénovation en ce moment. Ils font pas trop de la création de bâtiments. Oui, il y a on est plus sur la rénovation, tout à fait. Oui. Et alors, en parlant de rénovation énergétique, à votre avis, quand on rénove une maison, donc on est vraiment sur une passoire thermique, donc catégorie FG, on va dire, ouais. FG, à votre avis, de combien on peut réduire sa consommation, notre consommation d'énergie 20%, 35%, 60-70% ou 10%, à votre avis?
Alors, à toi. Si je rénove, voilà, j'ai une maison qui est une passoire thermique. 100%. Combien 35%. 35, oui. 35. 35 aussi 20%, je dirais. 20%, ouais. Ben, c'est faux. On est, ça paraît, c'est vrai que ça paraît assez, vous allez confirmer le chiffre, hein, mais 60 à 70%. Alors, dans le cas où on fait une rénovation globale, c'est pas juste on change les fenêtres, on a parlé simple vitrage, double vitrage, mais c'est la rénovation globale, donc c'est l'isolation, le changement des menuiseries, le changement du mode de chauffage, d'eau chaude sanitaire, enfin de rénovation globale. Et la ventilation. Et la ventilation, on en parlait. La ventilation, c'est- À ne surtout pas oublier. C'est vrai, on n'en parle pas. Moi j'ai l'impression que la mienne ne marche pas trop, parce que quand je la mets en route, la ventilation, Ça aspire pas grand-chose. ouais, pas du tout, non. Ah. Ça fait pas trop de bruit, donc... Il y a un procédé tout simple pour savoir si c'est des bouches qui sont au plafond, c'est une espèce de truc en plastique ouais, qui est collé... là ou au mur, comme ouais, ça. au mur, comme ça, ouais. Il y a un système tout simple pour savoir si ça aspire ou pas. Vous prenez une feuille de papier toilette, puis vous allez la mettre devant. Si la feuille de papier toilette reste collée, c'est que la bouche aspire. Si elle tombe, c'est que ça n'aspire pas. Pour faire un petit point, donc voilà, on a 50% des dépenses énergétiques qui sont liées au secteur du bâtiment, donc des bâtiments très énergivores et des chantiers de rénovation, et on a besoin de professionnels, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous présenter les différentes familles de métiers en lien avec la rénovation énergétique. Je les ai classés en 3 familles. La première famille, ça va être la famille rénovée pour moins consommer. Là, ça va être le rôle des plombiers chauffagistes, des techniciens en installateur pompe à chaleur. Tout ça, ce sont des formations qu'on fait au CFA. Des techniciens en énergie renouvelable. Ils vont changer le mode de chauffage, ventilation, pour permettre de diminuer la consommation d'énergie. La deuxième famille de métiers qui peut agir également, ça va être ceux qui vont permettre d'isoler les bâtiments. Parce que, en effet, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est celle qu'on ne produit pas. Donc en isolant par l'extérieur, par exemple, en isolant les combles, donc ça va être le travail des menuisiers, des peintres qui font de l'isolation thermique par l'extérieur, ils vont permettre de moins consommer en énergie. Et la troisième catégorie de métiers, c'est construire durablement. Et là, on va avoir les métiers du gros œuvre. Donc là, vous êtes 2 à être intéressés par la maçonnerie. Donc du chantier directement, et aussi des personnes qui vont gérer les chantiers. On a des BTS, des bachelors chargés de projet énergie bâtiment durable. Donc à tous les niveaux, on peut intervenir sur ce domaine-là. Si vous avez des questions ? Non, c'est juste moi, du coup, quand j'avais fait un stage, j'étais que à fond en maçonnerie. Oui. Et eux, ils étaient en mode, ils faisaient tout là. Oui, tu as des entreprises, en effet, tu as des entreprises qui vont faire à la fois du sanitaire, du thermique, et puis de la menuiserie. Est-ce que vous avez quelque chose sur ces métiers-là? Est-ce que c'est des métiers lesquels vous faites intervenir le plus souvent sur une rénovation? C'est ça, c'est un ensemble de métiers? Tous, ouais, c'est un ensemble de métiers, en fait. C'est tous les corps de métier du bâtiment. On commence, en fait, quand on fait une rénovation énergétique, il y a un sens par lequel commencer quand on est sur une maison existante. On commence par faire l'isolation. L'isolation, c'est donc l'isolation des murs, l'isolation au niveau des combles ou des plafonds, le remplacement des huisseries, donc de toutes les fenêtres par des matériels qui soient plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, si on est sur une maison sur sous-sol avec un sous-sol vide, ou c'est un garage par exemple, et qu'il y ait au-dessus de ce garage une chambre ou une salle à manger, à ce moment-là on isole le plafond de ce sous-sol pour éviter que le froid du sous-sol ne repasse là-haut. La première des choses à faire quand on veut rénover une maison, c'est de commencer en premier lieu par l'isolation de la coquille complète. Du sol au plafond, si on peut, on isole et on change les vitres. À partir du moment où on a fait ça, on fait impérativement avec la ventilation de la maison, parce qu'on va rendre le logement beaucoup plus étanche à l'air. Et un logement, il faut qu'il respire, et nous aussi, il faut qu'on respire, et qu'on respire un air sain. C'est pour ça qu'il y a des ventilations qui sont faites pour ramener de l'air frais de l'extérieur, pour qu'on puisse respirer un air de qualité, mais ça permet aussi d'enlever toute l'humidité qu'il y a dans la maison. Et quand on parle ou quand on respire, on en produit de l'humidité. On ne le voit pas. Alors on le voit l'hiver quand on parle et qu'on fume en parlant. Mais l'été, on ne le voit pas, mais on continue quand même à enlever de la vapeur d'eau. Si on ne fait pas d'isolation, si on ne fait pas de ventilation
derrière une isolation, comme ça, complète. On empêche la maison de respirer et tout ce qui aura été fait à l'intérieur, notamment au niveau des revêtements comme les placo par exemple, dans 1 an et demi, 2 ans, ils seront complètement moisis parce qu'ils n'auront pas pu respirer. Donc il faudra tout refaire. Donc, on commence par l'isolation. En deuxième lieu, tout de suite à suivre avec derrière, et là il n'y a pas à dire je ferai ça plus tard, c'est vous faites de l'isolation, vous faites de la ventilation, c'est impératif. Et une fois que vous avez fait ça, après on peut s'attaquer au chauffage, parce que comme on va avoir une maison qui va être plus isolée, elle aura besoin de moins d'énergie pour avoir la même température à l'intérieur. On va donc pouvoir à ce moment-là dimensionner correctement le générateur de chauffage, la pompe à chaleur ou autre chose, pour qu'elle ait une puissance qui corresponde vraiment à la puissance dont a besoin la maison. Et une fois qu'on a fait ça, on peut y adjoindre avec soit la production d'eau chaude sur la pompe à chaleur, soit de façon séparée. Mais dans le sens de construction, c'est ça. Donc en fait, tous les métiers du bâtiment depuis plusieurs années, ils sont sur une évolution technique, technique d'un côté, environnementale de l'autre. Et tous les métiers du bâtiment aujourd'hui ne peuvent pas travailler sans avoir dans la tête la rénovation énergétique. Donc on continue à apprendre tous les jours. Moi j'ai 30 ans de bâtiment derrière moi, je continue à apprendre encore aujourd'hui sur des nouvelles techniques, sur des nouvelles choses. C'est des métiers qui sont passionnants parce qu'on intervient et on sert à quelque chose, on a une utilité. Quand vous êtes chez des gens et que vous leur faites un chantier de rénovation énergétique et qui passe de 340 € d'électricité par mois en plein hiver à une quarantaine d'euros ou 50 € lissés sur l'année, ça ne fait pas la même chose à la fin du mois et c'est bien agréable aussi. C'est du concret. C'est vraiment du concret et c'est des métiers sur lesquels en fait, alors c'était déjà le cas avant parce que les techniques ont vraiment évolué au cours des 50 dernières années de façon vraiment très importante. Mais aujourd'hui avec la rénovation énergétique, on est sur des métiers qui deviennent de plus en plus pointus, très très agréables, ou sur lesquels il y a énormément de choses qui évoluent tout le temps, avec des mises en œuvre différentes, des produits nouveaux qui arrivent, qui ont des meilleures performances. Donc en fait, on s'ennuie jamais, on ne fait jamais deux fois le même chantier. Il y a une innovation perpétuelle. Ça n'est jamais de la routine. Jamais, 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 jamais. Il n'y a jamais un chantier qui ressemble à l'autre. Vous habitez dans une maison ou dans un appartement qui est différent ou différente du vôtre ou du vôtre. C'est toujours un cas particulier. Il faut toujours trouver des solutions particulières au logement d'un côté, mais aussi aux gens qui habitent dedans parce qu'ils ont des habitudes différentes et des besoins attentes, différents. Ouais. Donc c'est des métiers très très riches, très ouverts et qui sont toujours en mouvement. Et moi, je trouve ça très très agréable. Des métiers de défi. Oui, c'est... Alors là, je vous ai présenté toutes les pôles de formation qu'on prépare au CFA Bâtiment de Saintes et sur notre antenne de Saint-Jean-d'Angély. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque formation, mais juste, on va présenter les pôles. Juste pour vous préciser, on commence toujours par un CAP. Un CAP après la 3e, mais même si parfois on a un bac+2, quelqu'un qui a un BTS qui veut devenir maçon, j'en rencontre régulièrement, eh bien on commence toujours par le premier niveau, c'est le niveau du CAP en 2 ans, ou en 1 an si on a un diplôme. Et après, on va aller au brevet professionnel où on va davantage encore développer de compétences. Donc c'est CAP, BP. Pour tous nos corps d'état de métier, c'est comme ça. Donc le gros œuvre avec la maçonnerie, l'électricité, avec une spécialisation en énergie renouvelable. Sur le pôle fluide énergie, on a des plombiers, des chauffagistes avec 2 CAP différents, un BP, une certification de spécialisation aussi pour les techniciens en énergie renouvelable. Et sur notre pôle de Saint-Jean-d'Angély, on a un titre professionnel installateur de pompes à chaleur et climatisation. Le pôle bois, des menuisiers fabricants, installateurs, charpentiers. Vous voyez, vraiment tous les corps de métiers dans le bois, avec le BP. Sur l'aménagement et finition, on retrouve les métiers de peintre, plâtrier plaquiste, carreleur. Pareil, BP, des mentions complémentaires. Et sur le dernier pôle, études et organisation, encadrement, je vous ai parlé tout à l'heure du BTS Management économique de la construction. Ils vont gérer l'aspect métrage, chiffrage de visage du chantier, gestion de chantier. Et on a un bachelor chargé de projet énergie bâtiment durable. Et là, ce sont des chargés de projet qui ont pour objectif justement, sur des grands bâtiments ou pour une collectivité territoriale, de mettre en place des projets pour réduire la consommation d'énergie.
ou chez des particuliers, hein, mais voilà, on est vraiment sur ce thème-là. Proche de ce que fait monsieur, du coup. Oui. On est proche de ce que fait Oui, de monsieur, ce que pour vous le coup, faites, sur ce diplôme-là. Oui. Ok. Dans vos activités, c'est ça, hein, vous faites de l'étude et de la... Alors, en fait, nous, au niveau oui, de la, vous, au niveau votre de l'aglo, en métier fait, de conseiller, il y a oui, deux services. c'est... Oui, oui, moi, il y a un service qui est dédié aux particuliers et un autre service qui est dédié aux, comment dirais-je, aux 36 communes de l'aglo, où là, mes collègues s'occupent, eux, des bâtiments publics pour essayer d'améliorer leurs étiquettes énergétiques. Oui. Mais en effet, ça fait partie des missions qui sont vues au bachelor. Oui. Okay. Juste pour Après, c'est un nouveau diplôme, hein. Donc peut-être, forcément, vous n'êtes peut-être pas forcément des personnes qui ont eu le bachelor, mais l'expérience dans le domaine, tout à fait. Et avant qu'on tourne, oui, vous avez dit, du coup, on commence toujours par un CAP en 2 ans. Avant le BTS Management économique de la construction, ils ont fait quoi, les personnes qui sont venues en général? Soit on a des jeunes qui ont suivi un parcours chez nous, j'en ai plusieurs, hein, ils ont fait un CAP maçonnerie, carrelage, BP. Le BP, c'est le niveau du bac. Et après, ils vont au BTS, en menuiserie, hein, CAP, BP, BTS. Ou soit j'ai des personnes qui viennent d'autres établissements que le CFA, un bac général, mais ils ont envie de travailler dans le bâtiment. Il y a des bacs professionnels, aménagement, finition du bâtiment, ou des bacs technologiques. Donc, pour aller au BTS, il faut le bac ou le brevet professionnel. On peut arriver et pour aller au bachelor, il faut le BTS. Voilà. Donc en fait, vous pouvez rentrer après la 3e sans diplôme, ou le DNB et CFG, et ressortir jusqu'au bac plus 3. Certains vont faire le CAP et s'arrêter, d'autres vont faire plusieurs CAP. En ce moment, ce qui se fait pas mal aussi, c'est on va faire le sanitaire, donc la plomberie, le chauffage, le thermique, et puis on va aller en électricité. Voilà, pour chercher plusieurs cette compétence-là aussi. Donc tout est, en fait, on a vraiment des parcours différents en fonction des attentes des uns et des autres. Ceux qui vont vouloir peut-être plus faire de la gestion plus tard vont aller sur le BTS. Ceux qui veulent rester sur le chantier, CAP, BP. Ceux qui veulent se spécialiser vont faire une mention complémentaire, certificat de spécialisation. Il y en a pour tout le monde. Du coup, et à tout âge. Pardon, et à tout âge. Le certificat de spécialisation, ça se fait après un BP? Oui, obligatoirement. Ouais. Les mentions complémentaires, maintenant, les certificats de spécialisation, c'est obligatoirement après un BP qui se fait après un CAP. Okay. Ça vient compléter un parcours. Très bien. Et la dernière question, c'est le titre pro installateur de pompe à chaleur. Et lui, il vient tout seul ou il... Alors, théoriquement, il peut venir après la 3e, mais nous, on souhaite, c'est quand même des connaissances assez pointues parce qu'il est niveau CAP, mais au final, on aime bien que les personnes aient soit des connaissances en électricité ou en sanitaire, l'un ou l'autre. Et souvent, ce sont nos jeunes aussi qui ont été au CAP électricien ou sanitaire qui viennent faire ce titre monteur, installateur pompe à chaleur, puisqu'il y a de la maintenance et aussi ils passent l'habilitation, la manipulation des fluides. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais quand on installe une climatisation, une pompe à chaleur, il y a un fluide et tout le monde ne peut pas l'installer. Il faut une habilitation et c'est quelque chose qu'on prépare et qui est assez recherché par les entreprises. C'est bon. Pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, je mettrai les liens vers les formations pour que vous puissiez aller regarder le détail de ce qu'il y a en description de la vidéo. Parfait. Merci. Alors, je vous ai parlé de jeunes, et puis c'est vrai qu'on a dit ou moins jeunes. À votre avis, un apprenti en formation au CFA, il est considéré comme un étudiant et il ne touche pas de salaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, faux. Là, c'est tout le monde, juste. Ouais, alors un petit salaire, oui, même un bon salaire, parce que dans le bâtiment, si tu veux, si on prend les jeunes qui ont 15-16 ans, la première année de formation, ils sont à 700 €. Ah, je crois que c'était 500 parce que j'avais vu sur Internet que la première année, c'était 500. Oui, c'est juste ce que tu as vu sur Internet. Alors, la première année, c'est 400 €, mais pour les métiers, par exemple, la restauration, la vente... Moi, là, c'était pour le bâtiment, j'ai fait mes recherches en salaire, il y avait marqué 500 ou 600 €. D'accord. Alors, non, c'est la première année, c'est 700 € et la deuxième année, c'est 900 €. Donc, alors après, ça dépend de sa situation, mais si on vit encore chez les parents, ça reste un petit salaire, ça fait un peu d'argent de poche qui n'est pas négligeable. Mais oui, on est bien, vous avez raison, étudiants et salariés. Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a aussi les droits des salariés avec les congés payés, la mutuelle et aussi les obligations en lien avec le travail. On a signé un contrat de travail. D'accord. C'est important. Et je voudrais dire aussi oui.
Est-ce que si on commence par exemple, moi si je commence l'année prochaine, Oui. je vais avoir 18 ans, est-ce que si je commence à 18 ans, je vais avoir un salaire minimum qui sera plus élevé pour Oui. la première année? Oui, tu seras plus élevé. Et la oui. deuxième année aussi du coup? Oui, aussi. Je te montre, enfin j'ai les grilles, après c'est en fonction de ton âge et de la durée du contrat, mais après 18 ans c'est plus élevé. Tout à fait. Tu commenceras à plus de 700, à plus que 700 €. Voilà. Il me semble, je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que ça ne se déclare pas, un salaire d'apprenti. Oui, c'est bien à dire, oui, tout à C'est fait. exonéré d'impôts. Oui, là, jusqu'à environ 20-21 000 €, le salaire des apprentis n'est pas imposable. Ça veut dire que, alors, si vous dépendez fiscalement de vos familles, ben, ça ne leur fait pas monter leur revenu fiscal de référence. Et puis pour vous, ça vous fait un revenu aussi fiscal de référence plutôt bas. Ça peut être intéressant pour certaines choses, tout à fait. Donc du CAP au bachelor, ça on l'a vu, de 16 à 29 ans pour l'apprentissage, Sainte-Saint-Jean-d'Angély, nos 2 sites de formation, l'accompagnement personnalisé, donc nous notre rôle, on est 2 collègues, on recherche des entreprises pour les jeunes et on organise aussi des mini-stages. L'intérêt de venir en mini-stage, c'est de découvrir le métier, de vérifier si c'est bien le métier qui vous correspond, mais aussi de vous faire connaître vis-à-vis de moi et du formateur pour qu'on puisse vous accompagner pour trouver une entreprise. Et alors, pour entrer en apprentissage, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir moins de 26 ans? Non? Non? Non, hein? Ok. C'est à partir de 18 ans, je crois ça. Alors, c'est à partir de 15 ans, même 14 ans si on a fini la 3e et qu'on a fini la 3e et qu'on a 15 ans avant le 31 décembre. Voilà, donc 14 ans, ils sont stagiaires jusqu'à leurs 15 ans, après ils sont apprentis. Donc on peut être apprenti à partir de 15 ans. Si on n'a pas fait la 3e, c'est 16 ans. C'est jusqu'à 29 ans pour le contrat d'apprentissage, mais après, il y a des possibilités d'être apprenti après 30 ans si on a un projet de création d'entreprise, si on est sportif de haut niveau, il faut avoir fait des compétitions au niveau international, ou si on est en situation de handicap, avec une reconnaissance travailleur handicapé. Ça, on peut dépasser l'âge des 30 ans. Mais aussi, on peut se former après 30 ans avec différents dispositifs. Vous avez peut-être entendu parler du CPF. Voilà, tu sais ce que c'est. Donc le CPF, j'accompagne beaucoup en ce moment de personnes qui sont en projet de transition professionnelle, des personnes en reconversion professionnelle. Un ostéopathe qui veut devenir plombier, par exemple, en ce moment. Deux ostéopathes en ce moment cette année qui veulent. Oui, mais j'ai beaucoup de projets de reconversion professionnelle. Et donc là, ils font soit des projets de transition professionnelle, soit le CPF, ou alors on peut voir aussi avec France Travail. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, mais là je crois que vous n'êtes pas spécialement concernés. Vous avez tous moins de 29 ans? Moi j'ai 29 ans. Bon alors donc on va voir, voilà. Pour être apprenti, c'est jusqu'à 29 ans. Mais après il y a d'autres possibilités avec soit France Travail, soit le CPF, en fonction du moment où tu trouveras ton maître d'apprentissage, ton projet. Comment? Ta conseillère te l'a dit, mais c'est parfait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quel que soit l'âge ou le statut, on vient vous voir si on veut rentrer au CFA bâtiment et voilà. Vous vous occupez de trouver une solution. Voilà, quelle que soit votre situation, il y a une solution possible. Parfois, j'ai des salariés aussi, ils sont déjà dans une entreprise, par exemple, de chauffage, sanitaire chauffage, mais ils ont installé des pompes à chaleur, mais leur connaissance, ils n'ont pas appris ça dans leur CAP il y a 20-30 ans. Et donc, ils viennent juste chez nous pour développer une compétence pompe à chaleur, juste un thème particulier. C'est possible aussi. Ça s'appelle du plan de développement de compétences des salariés. Si on veut, vous savez qu'on se forme tout au long de la vie. Donc là, c'est aussi possible. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose en particulier sur les... Non. Je peux vous demander ce que vous avez comme formation, vous? Oui, c'est intéressant, c'est une bonne question. Pour le coup. Oui. Oui. Qu'avez-vous fait avant? Non. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai passé mon bac 2 fois, mais j'avais d'autres chats à fouetter à l'époque, donc j'ai pas eu mon bac. Et donc je suis rentré dans la vie active au départ où j'ai commencé par être commercial pour un laboratoire de non pharmaceutique et je vendais des produits aux hôpitaux, aux cliniques, aux crèches, etc. Donc j'ai fait en fait du commerce comme ça dans différents types de produits complètement différents. Jusqu'au jour où j'étais en région parisienne et j'avais qu'une seule envie, c'était de la quitter, la région parisienne. Et donc on a fait 7 déménagements en 7 ans pour pouvoir arriver jusqu'à là où on voulait arriver, c'est-à-dire ici.
Et un jour, c'était moi qui avais du boulot, le lendemain, c'était ma femme, machin, etc., etc. Et donc, un beau jour, par diverses circonstances, je suis tombé sur un plombier qui était tout seul dans son entreprise et qui cherchait à la développer et qui m'a demandé si je ne pouvais pas aller faire un petit peu de commerce en allant taper aux portes pour lui trouver des chantiers. Donc, je suis rentré chez lui 35 heures par mois et non pas par semaine pour aller lui trouver des chantiers. J'ai trouvé des chantiers, et puis un beau jour, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi sur les chantiers? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, j'étais pas bricoleur pour un sou. Si je prenais un clou pour le mettre dans un mur, je m'esquintais le doigt, je cassais le marteau, et voilà. Et donc, j'ai commencé à apprendre le métier de plombier, comment dirais-je, sur le tas, avec un formateur qui n'était pas forcément très pédagogue. C'est-à-dire qu'il m'a appris en me disant, écoute, tu regardes comment je fais, puis tu fais pareil. Sauf que dans tous les métiers, il y a un certain nombre de choses bien particulières. Si on ne vous explique pas qu'il y a telle ou telle chose, vous avez beau regarder derrière, si on ne vous donne pas l'explication, ça passera jamais. Donc bref, j'ai donc décidé, et ça j'avais 39 ans, donc là c'est aussi un changement complet. J'ai décidé, donc, parce que c'est un métier qui me plaisait, mais que j'aurais bien aimé aller un peu plus loin dessus, et pour aller plus loin, il fallait que je trouve des entreprises différentes qu'une entreprise personnelle, une dans laquelle il y ait des ressources pour les formations, pour le reste, etc. Et donc, pour pouvoir rentrer là, je me suis dit qu'il fallait que je passe mon CAP en candidat libre, ce que j'ai fait. Donc j'étais le plus vieux candidat à passer, avec un des profs du CFA de Saintes, d'ailleurs, que je vois toujours, monsieur Jean, qui était l'examinateur à cette époque-là. Et donc j'ai passé mon CAP de plombier, je l'ai eu. J'ai après tapé sur une grosse entreprise de Saintes qui est Dupré. Quand il a vu mon CV avec au départ plusieurs années de commerce, etc., dans des produits différents, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites en plomberie? Donc, c'est quoi le rapport? Voilà. Il n'y avait pas de rapport, mais en fait, voilà, c'est un métier qui me plaisait, c'était complètement différent. Moi, j'avais fait des métiers avant où la seule chose que j'avais à vendre, c'était ce que j'avais dans la tête en utilisant ma langue et ma parole. Non, mais c'est vrai, en fait. Et là, j'avais un métier où à la fin de la journée, je voyais ce que j'avais fait et je produisais quelque chose avec mes mains et j'avais aussi quand même à utiliser ma tête et ma langue. Et puis, donc ça m'a bien plu, donc j'ai tapé chez, voilà, j'ai demandé chez Dupré, je suis rentré chez Dupré d'abord sur les chantiers. Il m'a envoyé d'abord sur des chantiers de particuliers, après sur des chantiers beaucoup plus gros, après il m'a envoyé au dépannage, après du dépannage je suis passé responsable du dépannage, après responsable du dépannage je suis passé responsable d'une agence, et puis après responsable de 2 agences, donc en fait je suis rentré ouvrier avec un CAP, j'ai fini chef d'agence. Donc en fait, le gros avantage qu'il y a dans les métiers du bâtiment, oui, c'est que si c'est des métiers qui vous intéressent, c'est des métiers qui sont évolutifs. Vous pouvez rentrer comme ouvrier, vous continuez votre apprentissage tout le temps, oui, parce qu'on en apprend tous les jours. Et puis plus vous avancez dans le travail, plus vous êtes normalement performant et meilleur, et machin, etc., etc. Mais il y a des moments où vous allez vous dire, le chantier c'est bien sympathique, mais moi je passerais bien à autre chose, du style chef de chantier. Donc au départ on vous donne des chantiers et puis vous êtes avec des autres et puis au fur et à mesure on vous donne des chantiers pour vous tout seul et puis quand on voit que ça se passe bien on vous donne un apprenti en vous disant tiens tu vas le former et puis au fur et à mesure on vous en met 2 de plus, alors pas forcément des apprentis mais aussi des ouvriers, mais là vous devenez chef d'équipe donc il faut que vous gériez votre chantier complètement, il faut gérer aussi les approvisionnements en matériel, il faut gérer les gars ou les filles d'ailleurs parce qu'il y a aussi beaucoup de filles dans le bâtiment. Et n'hésitez pas à venir, mesdames, parce qu'il y a un bel avenir pour les femmes dans le bâtiment. Pour une fois, on a la parité sur un truc sur le bâtiment. Oui, moi, tout ce qui est manuel, la peinture et tout, moi j'aime bien ça. Donc, Et en règle générale, les filles travaillent beaucoup mieux dans le bâtiment que les mecs. On a eu quasiment la parité une année sur notre formation électricien-électricienne. On a quelques plombières aussi. En maçonnerie, c'est un peu plus anecdotique encore. Ouais. Mais j'ai encore des candidates cette année. Et puis alors, en peinture, carrelage, voilà, tout à fait. Et en général, le travail est mieux réfléchi. Oui. Et la finition est beaucoup plus appliquée. Mais ceci étant dit, il y a de la place pour les filles dans le bâtiment et il ne faut pas hésiter. Il y en a qui disent qu'il y a plus de garçons, mais il y a aussi, c'est un métier aussi de filles. Quoi, donc,
Alors c'est un métier qui pendant très longtemps a été très très masculin, mais vous y avez toute votre place, quel que soit le métier. Même quand on parle dans des métiers qui physiquement sont plus compliqués comme la maçonnerie, on a aujourd'hui des exosquelettes. De plus en plus d'entreprises, y compris des entreprises locales, s'équipent avec ça. Vous connaissez les exosquelettes, vous savez ce que... Oui, comment? Oui, c'est une tenue, c'est quelque chose que tu mets par-dessus toi, oui, je vous laisse compléter, oui. En fait, c'est une tenue qu'on met par-dessus soi et qui aide musculairement et qui t'oblige en fait à prendre des bonnes positions, mais qui te permet, alors c'est pas, tu vas pas devenir un super-héros. Tu n'as pas volé, mais ça ceci pas encore. étant dit, tu vas pouvoir porter des charges beaucoup plus lourdes sans en avoir le poids directement sur toi. L'exosquelette t'aide à le porter, ce qui fait que même sur des métiers très physiques aujourd'hui, les exosquelettes, ils permettent non seulement de pouvoir faire du travail qui devienne moins fatigant sur la fin de la journée, mais ça permet aussi et surtout de préserver les corps des uns et des autres. Tout à fait, parce que c'est quand même... D'éviter de se retrouver à 35 ans avec 4 hernies discales et plus pouvoir bouger et être inapte au travail. Donc, pas forcément sur des choses lourdes. Alors là, je vais me mettre en chant parce que du coup je vais expliquer un truc qui se voit. Mais par exemple, j'ai vu l'autre jour, on était sur une action sur la viticulture, je crois. Bon bref, il y avait des ergonomes avec des exosquelettes. Et il y en avait un qui retenait le bras comme ça. Pour les peintres qui doivent peindre des plafonds, alors ça a l'air de rien, comme ça ne demande pas de la force, mais quand c'est toute la journée, à tenir le bras, c'est compliqué. Et l'exosquelette, en fait, tient le bras. Et donc, ça empêche de forcer. C'est pas une question de force, mais c'est juste une question de... Ça abîme pas le corps, quoi. Ça abîme pas le corps. Donc, moi, j'ai testé une forme de gant qui permettait aussi de démultiplier ma force. J'avais beaucoup plus de force grâce à ce gant-là qui me permettait... Non, il y a vraiment des choses qui sont mises en place, oui. Donc après Dupré, vous avez... Dupré. Après Dupré, j'ai fini après responsable du service particulier chez Dupré. Après je suis parti de chez Dupré, je suis allé travailler en distribution chez des gens qui vendaient du matériel aux artisans. Et puis après j'ai un de mes anciens concurrents qui m'a rappelé en me disant Thierry, tu veux pas revenir sur Saintes en plomberie, chauffage, clim, salle de bain? J'ai dit bah si, donc je suis revenu. Et puis après, donc j'ai fait 2 boîtes en plomberie, chauffage, climatisation, salle de bain. Et puis un jour, il y a une opportunité qui s'est ouverte à la CDA donc pour un poste de conseiller France Rénov'. Donc comme j'avais un petit peu d'expérience dans le bâtiment et notamment dans la rénovation énergétique, j'ai postulé et puis j'ai défourni mon bout de gras et j'étais embauché. Et puis voilà, maintenant je suis conseiller France Rénov'. Donc le gros avantage, c'est que j'ai appris des choses en étant sur le chantier, qui me servent encore aujourd'hui et je continue encore à apprendre sur des nouveaux développements tous les jours. Donc le gros avantage du bâtiment, pour moi qui arrive en fin de carrière, c'est qu'on continue à apprendre tous les jours et on n'est pas sur de la routine du tout et on est sur des métiers dont on va avoir de plus en plus besoin et qui vont devenir de plus en plus spécifiques et de plus en plus techniques. Donc il y a un très large panel qui s'ouvre et les métiers de la rénovation énergétique, on n'en est qu'au début. Et on finira par ne construire plus que ça. Donc, et puis il y a encore d'autres évolutions qui vont arriver, mais il y a de la place. Si vous êtes motivé et que vous avez envie, vous pouvez rentrer par la petite porte, mais c'est des métiers dans lesquels on peut monter rapidement à partir du moment où vous faites votre boulot correctement, où vous vous êtes investi normalement, sans faire... on ne demande pas de faire 50 heures sup par semaine pour pouvoir y arriver. Mais si vous faites votre boulot correctement, que vous êtes consciencieux, que vous arrivez à gérer vos trucs, c'est clair que de toute façon, les gens avec lesquels vous travaillerez vont vous proposer de changer de poste au fur et à mesure. C'est ça le gros avantage. L'autre gros avantage qu'il y a à travailler dans le métier du bâtiment, c'est qu'on fait très très souvent appel à des apprentis. Et ça peut paraître enquiquinant pour certains parce qu'il va falloir passer du temps pour former X, Y ou Z. En fait, c'est une grande richesse que de pouvoir transmettre ce que vous savez, vous, à d'autres, et leur apprendre un certain nombre de choses. Ça, c'est aussi au niveau de l'expérience humaine quelque chose de très, très agréable. Et qu'on retrouve particulièrement dans le bâtiment. La culture de la transmission du métier, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le bâtiment. Et c'est franchement, je vous jure, très, très agréable. Moi, j'ai eu dans ma carrière plusieurs apprentis, j'en ai aujourd'hui que je recroise et qui ont commencé sur le chantier et qui maintenant sont conducteurs de travaux pour certains, responsables d'agence pour d'autres. Et quand vous les voyez une quinzaine d'années après, et vous leur dites alors tu fais quoi toi maintenant? Je fais ça. Voilà, super. Donc et il ne faut pas attendre 25 ans si vous voulez pour pouvoir y arriver.
Quel que soit l'âge à laquelle on rentre dans le bâtiment, moi j'y suis rentré quasiment à 40 ans, Oui. un petit peu moins, il y a toujours de quoi se former, il y a toujours de quoi apprendre, il y a toujours de quoi transmettre. Et ça vous fait un panel de choses et une richesse qui est très très intéressante. En général, on regarde le bâtiment en disant ouais, c'est fatigant, c'est lourd, on est toujours dehors, machin, etc. Il y a des métiers dans le bâtiment dans lesquels on est toujours dedans. Plâtrier plaquiste, par exemple. Hein, Voilà. ouais. Et puis après, vous savez, quand on a commencé à prendre l'habitude de bosser dehors, ça devient difficile de rentrer pour bosser à l'intérieur. Oui. On parlait des de l'innovation, les nouvelles technologies. Donc oui, dans le bâtiment, c'est utilisé de plus en plus. Hein. On travaille avec l'IA, avec des casques de réalité virtuelle pour anticiper sur certains chantiers. Et quand on parle de l'IA, par contre, pas encore, mais l'IA, il y a des choses on ne remplacera pas le geste du maçon, je pense, par une machine, ou en tout cas pas encore. Voilà, ça reste des métiers. Alors, pour vous dire, moi j'ai rencontré une jeune fille il y a quelques années, elle avait fait une licence de droit anglais, elle est traductrice de droit en anglais, et son métier a été, elle avait monté son entreprise, elle a été absorbée par l'IA, et elle est venue chez nous pour faire du carrelage, et elle s'éclate en carrelage. Elle avait besoin d'avoir un métier, qui ne se faisait pas où elle bougeait et puis qui risquait pas de se faire absorber par une IA. Et alors en parlant de ces métiers, non, est-ce qu'on a fini sur votre... oui. Sur mon parcours, oui, stop. Stop. Bon, on peut. Hein. Combien d'emplois dans le secteur du BTP il y a en France, à votre avis? Est-ce que c'est 500 000 emplois, 1,5 million, 3 millions, 800 000 emplois? Combien il y a de personnes en France qui travaillent dans le BTP? Je dirais 1,5 million d'emplois. Ouais. 3 millions. 800 000. 800 000. 1,5 million. C'était pour toi la bonne réponse. Encore. Je triche pas. On dit que c'est la première entreprise de France. Hein. Il y a 370 000 entreprises de bâtiments en France. Alors, très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Pas forcément, on a des entreprises où il n'y a qu'une personne, voire deux. Hein. Mais c'est la plus grande entreprise de France quand on les met tous ensemble. Tu avais tout juste. On a parlé tout à l'heure du CPF. À votre avis, à partir de quel âge on commence à pouvoir cumuler du CPF? 18 ans dès qu'on travaille. Alors 18 ans ou dès qu'on travaille? Là, c'est dès le point emploi quelque chose. Oui, c'est ça, tout à fait. Les autres? Là, c'est pareil, dès le premier emploi. C'est ça. Hein. C'est l'entreprise qui verse, je sais pas le nombre, mais je crois que c'est pas tous les mois, je crois que c'est... Alors c'est par année, hein, sur un temps plein, par exemple, c'est 500 €. Vous pouvez acquérir 500 € sur votre compte CPF par an. Et pour des jeunes qui ont commencé à travailler 16 ans, et même quand c'est des emplois à temps partiel, c'est revalorisé. Enfin voilà, c'est pas une histoire de 18 ans, où c'est dès qu'on travaille, on peut acquérir des droits sur son CPF. Juste pour préciser ça. Voilà. 500 € par an et jusqu'à 5 000 €. Oui, 8 000 si on a une reconnaissance de handicap ou s'il n'y a pas de diplôme. Oui, et puis quand on travaille de nuit, pour des travaux qui sont reconnus comme dits pénibles, il y a aussi une revalorisation du CPF. Ouais, il y a plein et de j'ai des systèmes personnes qui viennent comme ça au CFA qui utilisent leur CPF pour se former. Le dernier, c'est en électricité. Voilà. Donc voilà, pour un petit peu résumer, le bâtiment, vraiment un acteur majeur dans le développement durable, avec des formations, de l'emploi, des belles évolutions de carrière, des possibilités. Quoi d'autre? On a tout dit. Hein, c'est quelque chose qui... Oui. Les défauts du métier, on va dire. Oui, les défauts du métier? Oui. Comme dans n'importe quel métier, en fait, ça dépend de l'ambiance dans laquelle on travaille. Ça dépend si on vous demande toujours de faire la même chose. En fonction des entreprises, en fait, il y a des entreprises des fois qui sont spécialisées dans la construction, dans les trucs, etc., etc. Quand on vous demande d'avoir à faire toujours la même chose tout le temps, quel que soit le métier, qu'il soit dans le bâtiment ou autre chose, on tombe dans une routine et ça devient lassant. Moi, je trouve que le gros avantage du bâtiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au chantier, quand on est notamment sur de la rénovation, on est obligé de se poser plein de questions parce que chaque maison a été construite de façon différente. À l'époque, il n'y avait pas de grosses entreprises comme il y a maintenant. Toujours des découvertes. Il y a toujours des découvertes. Il y a toujours, pendant le chantier, une découverte où vous êtes obligé de vous creuser la tête en vous disant « mince, on n'avait pas pensé à ça, personne n'avait vu ça ».
Comment est-ce qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir arriver à passer ce que j'ai à passer? Donc vous êtes obligé de vous creuser la tête, vous êtes obligé d'appeler des fois à droite à gauche pour avoir d'autres renseignements, voir avec des gens qui ont des expériences différentes pour pouvoir vous aider. Donc vous êtes en recherche complète. Les inconvénients du métier, moi j'en ai pas trouvé dans celui que j'ai fait. J'y ai trouvé beaucoup d'avantages, d'une part parce que vous faites quelque chose de vos mains et arrivé à la fin de la journée, si vous le faites correctement, on s'endort avec une sacrée satisfaction en disant ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en suis fier. Ça se voit. Et oui, alors ça se voit, c'est quelque chose qui non seulement se voit là quand vous y êtes vous, quel que soit le métier que vous ferez, et vous ferez exactement comme les autres, quand vous vous promènerez avec vos familles à droite à gauche, même si c'est à 30 km de Saintes, vous direz, tiens, tu vois ce truc-là, bah ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait. Tu l'as fait, hein? Avec ma fille à Fontcouvert. Avec ta fille à Fontcouvert, oui. Bah oui, c'est une fierté de lui montrer ce que tu as participé, tout à fait, c'est bien. Des inconvénients, moi j'en ai pas trouvé. Alors après, en fonction des entreprises dans lesquelles vous trouvez, il y a des ambiances différentes, il y a des choses différentes. Après, c'est comme pour n'importe quel métier, à partir du moment où vous vous mettez dedans et où c'est un métier qui vous plaît et que vous vous investissez sans se mettre d'obligation, hein, où il y a un moment, vous allez vous dire, bah tiens, j'ai un collègue là, et lui, il est spécialisé dans tel et tel truc, là, moi je sais pas encore comment faire ça. Vous allez le voir et comment tu fais ton truc et que vous continuez à apprendre. Après, vous essayez à le faire et vous prenez des nouvelles techniques tout le temps. C'est un métier qui n'est pas rébarbatif du tout, même si c'est le même métier. Mais c'est à chaque fois des choses complètement différentes où il faut s'adapter. Et après, voilà, c'est quand vous êtes chez des particuliers, que vous leur faites leur chantier et que ça se passe bien parce que vous avez bien fait votre boulot. Quand vous les croisez 15 ans après dans les rues de Saintes en vous baladant le week-end ou machin, etc., et que les gens viennent vous voir avec la banane jusque-là, et bonjour monsieur Archimbaud qui se rappelle de votre nom, et qui vous disait vous êtes où maintenant parce que je vous ai cherché ça, qui vous parle de tout sauf de l'installation que vous avez faite. Voilà, c'est un des inconvénients, c'est qu'en fait on croise beaucoup de gens après qui viennent vous voir avec le sourire, quoi. Ça va alors. Non, mais en fait, ouais, c'est comme n'importe quel... Comme n'importe quel boulot, il faut choisir l'entreprise dans laquelle vous allez, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle le métier que vous faites vous intéresse. Essayez de voir après, à la limite de ce métier-là, ce qui pourrait aussi vous intéresser pour élargir vos compétences et vos savoirs. Ça vous servira toujours sur votre chantier et ça vous permettra aussi d'évoluer. Et le gros avantage du bâtiment, par rapport à l'inconvénient, moi je trouve d'autres métiers où quand on rentre dans un métier pour certains, tu rentres à 18 ou à 20 ans, on te dit bah voilà tu vas faire ça et tu fais ça en fait toute ta carrière. Quand tu fais ça pendant 42 ans, j'aime autant te dire déjà à la 30e t'en as ras-le-bol, parce que c'est toujours le même truc et tu t'en kikines à 100 sous de l'heure. Moi je suis comme ça aussi, j'aime bien quand c'est des métiers qui sont super vivants, qui sont... voilà, c'est facile à vivre. Alors il y a des moments où c'est crevant, il y a des moments où tu te dis tu es obligé d'aller bosser dehors alors qu'il fait moins 10 dehors. Ouais. Parce que les canalisations elles ont pété, quand tu es plombier ça arrive, tu vois, ça quand il fait moins 10, bah là tu y vas. Et là tu te dis, ah, putain, il fait froid, machin, etc. Oui, mais c'est passager quoi. C'est pas des métiers qui sont enquiquinants sur la longueur, c'est des métiers qui sont passionnants sur la longueur et qui sont évolutifs et sur lesquels on continue à apprendre tout le temps. Et ça franchement moi je trouve que c'est un avantage énorme par rapport à beaucoup d'autres métiers. Les conditions de travail ont évolué aussi. On a de plus en plus d'entreprises qui travaillent en 4 jours et demi. Comme nous au CFA par exemple, les apprentis, il n'y a pas cours le vendredi après-midi. Et alors, je ne dis pas toutes les entreprises du bâtiment, mais de plus en plus. Hein, beaucoup. 4 jours ou 4 jours et demi. 4 jours ou 4 jours et demi de plus en plus. Là, je savais pas ça. Bah ça, alors, en fait, ça permet le 4 jours ou 4 jours et demi quand on est sur des chantiers et qui sont en général un petit peu plus loin du dépôt que d'habitude. Quand ça dépasse 5 km, on te demande de rester sur le chantier entre midi et 2. Tu n'es pas obligé de faire une coupure de 2 heures impérativement obligatoire. En fonction des entreprises, ça varie entre 45 minutes et 1 heure minimum. Tu ne peux pas prendre un quart d'heure pour manger, il faut quand même que tu te poses. Voilà. Mais... et puis ça fait du bien aussi quand tu es dans le bâtiment, parce que tu brasses un peu quand même physiquement, donc ça fait du bien de faire une petite coupure, de se poser, de vider la tête de ce que tu avais en train de faire sur le chantier. Et puis il y a peut-être des trucs qui dans la matinée t'ont enquiquiné en disant « Ah ça j'ai pas réussi à faire mon truc comme il fallait, etc. »
Tu te poses une demi-heure, 3/4 d'heure, tu manges, t'envoies des smus ou des trucs à tes copains, etc., etc. Et puis à un moment, paf, tu vas tilter en te disant « Ah mais ce truc-là, je suis bête, si j'avais fait ça comme ça ». Et boum, tu repars et là tu corriges ton truc et ça se fait bien. Et en général, après, sur les chantiers, le mieux, c'est d'avoir des journées, alors pas des journées de 10 heures ou de 12 heures, il ne faut pas exagérer, mais on est en règle générale plus efficace le matin que l'après-midi, dans la grande majorité des cas. Tu as plutôt intérêt à faire une grande partie de ta journée, la première partie de ta journée plus longue sur la matinée. Commencer de bonne heure le matin et faire 4h30, 5h dans la matinée, tu prends 3/4 d'heure pour couper, tu bosses un petit peu moins l'après-midi, mais tu fais quand même le nombre d'heures qui sont nécessaires. Et ça te permet, après, arriver à la fin de la semaine, de pouvoir avoir soit des week-ends de 2 jours et demi, du vendredi après-midi au lundi matin, soit sur certaines entreprises où tu peux le faire en 4 jours. Ça te fait 4 jours avec une grande amplitude. Mais quand tu es au boulot, je veux dire, tu es au boulot, que tu sois pour 8 heures ou que tu sois pour 9 heures, ça ne change pas grand-chose. Hein. Par contre, le jeudi soir, quand tu dis à tes copains « Salut, moi je suis en week-end et je reprendrai lundi », et que les autres ils vont bosser le vendredi, je peux te dire qu'ils font un peu la tronche. Mais ça te permet d'organiser ta vie différemment. Si tu as des rendez-vous à faire, professionnels, médicaux, machin, ceci, cela, tu cales ta vie différemment et au lieu d'avoir 2 jours de week-end, tu en as 3. Ça joue vraiment sur la qualité de vie, ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est... Et c'est pas possible dans toutes les entreprises, et notamment dans les entreprises qui ne sont pas des entreprises du bâtiment. Dans le bâtiment, c'est très fréquent, 4 jours et demi ou 4 jours. Prenez le commerce, la restauration. Tu peux pas. Après, ça, dans certains, je vois de certains, ça change, mais bon, il y a des, voilà, la clientèle. On travaillait 3 semaines du lundi au vendredi. Et la dernière semaine, on travaillait du lundi au jeudi, et le vendredi, on était tranquille. Voilà, oui, c'est une façon aussi, tout à fait, de répartir les horaires, tout à fait. Et ça devait être agréable pour toi le vendredi. Ouais. C'est un plus aussi, oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Tu semaine le jeudi soir, c'est ce que je disais. Tu commences à 7h et tu finis à 17h ou 18h. Ah ben les journées sont un peu plus longues, les journées sont un peu plus longues. De toute façon. Après, en général, en règle générale, dans le bâtiment, tu es sur des contrats de 35 heures. Donc tes 35 heures, si tu les fais sur 5 jours, ça te fait 7 heures de boulot par jour. Mais dans le bâtiment, c'est 7 heures de présence sur le chantier. Ça peut varier aussi par rapport au chantier. Hein, non, mais c'est 7 heures de présence sur le chantier. C'est pas 7 heures à partir du moment où j'arrive le matin au dépôt. Salut les gars, je prends mon café. Non, ça y est, je suis arrivé au dépôt, donc je suis en temps de travail. Pas comme ça que ça marche. Hein. Mais tu as tes 35 heures. Tes 35 heures, si tu peux les faire en 4 jours et demi, et ben à ce moment-là, tu fais 4 fois 8 heures. Du lundi au jeudi, tu fais 8 heures par jour, ça t'en fait 32. Le vendredi matin, tu n'en as que 3 heures à faire. Et après, tu rentres chez toi. Ou sinon, si c'est sur 4 jours, à ce moment-là, bah, tu divises tes 35 par 4 et ça te fait 8 heures, 8 heures, on va dire, allez, 9 heures moins le quart par jour. Quoi. Et le jeudi soir... Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est 4 jours, mais il y a quand même une contrepartie. Ah, bah de toute façon, il y a une contrepartie, voilà. oui. Après, j'ai pas dit que ça te dérangeait quoi, c'est juste... Oui. Non, mais j'ai pas compris que ça te dérangeait, hein, que les choses soient... Non. Oui, tu as une contrepartie, mais en fait, si tu veux, il faut regarder ce que tu... Dans ce système-là, c'est un système donnant-donnant. Ça veut dire que toi, tu vas travailler plus sur la journée, tu vas faire 1 heure de plus par jour. Par contre, de l'autre côté, tu vas avoir une journée de plus de week-end par semaine. Tu fais ça d'un côté, mais le premier bénéficiaire, c'est toi. Hein? Moi, je suis resté pendant très longtemps dans les entreprises où, de toute façon, c'était du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Et puis si c'était pas fini le vendredi soir, en règle générale, au lieu de finir à 4h30 le vendredi soir, il y a des fois, tu finissais à 8h pour que le lundi matin, tu sois sur un autre chantier. Ça arrive. Ça peut arriver en fonction des boîtes dans lesquelles tu bosses. Après, là, quand tu as ce genre de choses, c'est quand même très, très agréable. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans des boîtes où on avait sur 4 jours et demi, voire certaines des fois sur 4 jours, où tu le fais tous les 15 jours, par exemple, tu vois. Et je peux te dire que quand tu arrives le jeudi soir et que tu as un week-end 3 jours, ça parle pas à grand monde, un jour de plus. Ça change tout. Ça change tout à ta vie. Tu travailles, je te jure que tu travailles différemment. Quand tu arrives au boulot, tu n'as pas les chaussures dans le même sens, tu n'as pas la banane dans le même sens, mais je t'assure, parce que tu sais que tu embauches lundi, mais que jeudi soir, salut les gars, moi je vais à la pêche, je vais à la plage, je fais... Hein, pendant que tes copains, eux, ils bossent. C'est donnant, mais le premier des bénéficiaires, c'est toi pour ton temps libre.
Alors, on va revenir au CFA de Saintes. Vous savez où il est situé? Oui, je sais. Oui, juste en face. Là, on est vraiment juste à côté. Alors, mais si on venait d'un petit peu plus loin, on est accessible en bus. Il y a la ligne B qui dépose juste devant le CFA. On peut venir aussi en train. Les cours, c'est le lundi de 9h jusqu'à 17h30. Et les autres jours, c'est de 8h à 17h30. Et on a cours que le vendredi matin. Il n'y a pas cours vendredi l'après-midi puisque les 35 heures sont réparties. Vous êtes salarié en entreprise et aussi salarié au CFA. On propose un hébergement pour les personnes qui habitent un petit peu plus loin, donc un internat avec des chambres simples, des chambres doubles, une restauration, un foyer pour les internes, un établissement scolaire classique. On a une association sportive où les jeunes peuvent le soir aussi participer à différentes activités sportives, une salle de muscu, voilà. C'est pour le CFA. Vous avez des questions sur le fonctionnement du CFA? Tu as tout bien compris. Okay. Et là, je vous présente juste les personnes qui travaillent au CFA. Donc moi, c'est Marie Bonneau pour l'accompagnement. J'ai aussi ma collègue Valérie Mousseron, Marilyn Merceron qui est aussi référente handicap. Donc toutes les trois, on accompagne les apprentis dans leur parcours. Et puis j'ai tenu aussi à mettre l'aide à l'embauche d'un apprenti parce qu'il y a eu tout un discours pendant où on a eu peur que les entreprises n'aient plus d'aide lorsqu'elles recrutent des apprentis. Et ça a été modifié, mais que pour les masters, pas pour les CAP. Mais il y a beaucoup d'employeurs qui disent encore aux jeunes, non, on ne recrutera pas d'apprentis cette année parce qu'il n'y a plus d'aide. Donc c'était pour vous le dire et aussi le transmettre autour de vous. C'est pas vrai, il y a toujours des aides. Une entreprise qui recrute un apprenti, elle a le droit à 5 000 € la première année du contrat et 6 000 € si la personne elle est en situation de handicap. Vous pouvez prendre en photo si vous voulez nos coordonnées, voilà. Et si vous souhaitez, mais j'ai de la documentation, ne vous inquiétez pas. Et si vous souhaitez vous préinscrire au CFA pour que je vous accompagne dans vos recherches de maître d'apprentissage ou venir le 1er juillet au mini-stage, eh bien vous avez le petit QR code là que vous pouvez scanner. Après, sachez qu'on on accueille les apprentis tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on peut commencer son contrat. Alors, si on commence en novembre, on ne passera pas l'examen en même temps que les autres, on va décaler d'1 an. Mais on peut commencer, j'ai des personnes qui trouvent un contrat qu'en janvier, parce que septembre, c'était pas possible, et puis voilà. Mais on fait une classe d'entrée permanente et vous pouvez rentrer au CFA tout au long de l'année. Juste, on va décaler la fin de votre contrat. Parce que du coup, avant de rentrer au CFA, il faut absolument avoir un contrat d'apprentissage. Oui, c'est la condition. D'abord avoir l'entreprise avant de rentrer au CFA. Oui, mais pour avoir l'entreprise, il faut se préinscrire pour que je puisse vous accompagner à trouver l'entreprise avec mes listes d'entreprises. Okay. Parce que parfois, j'ai des personnes qui attendent pour s'inscrire de trouver l'employeur, mais je peux peut-être vous aider. Après, je ne trouverai peut-être pas forcément l'entreprise au pied de votre maison, mais on peut essayer. D'accord. Mais oui, pour rentrer au CFA, il faut un employeur, c'est la condition. Mais on a assoupli on vous permet de pouvoir rentrer au CFA tout au long de l'année. Donc si ce n'est pas tout de suite, mais c'est vrai que là c'est la période, tu as raison. Mais merci en tout cas de vos témoignages. Et puis n'hésitez pas pour le coup, si vous voulez les récupérer de la documentation à discuter.